sur le live stream, on peut dire aujourd'hui, notamment au regard de ces derniers mois, est-ce que cette audience-là suit aussi sur le streaming ou c'est encore la moitié ou ça suit timidement? Est-ce que par hasard, toi, tu as une idée, hein? Bah, les plateformes en question communiquent toutes sur le fait que les stats explosent. Parce qu'évidemment, avant, il n'y avait pas de public. Maintenant, il y en a un. Donc, même si, je ne sais pas moi, 1% des gens qui n'auraient jamais, dans le monde, qui n'auraient jamais été faire un concert en live stream, s'y sont mis pendant le confinement, évidemment, les stats vont être en hausse et elles explosent de partout. Tout le monde communique dessus, Twitch, etc. etc. La question, ça va être effectivement dans l'absolu, si on regarde par rapport à certains types de musique, est-ce qu'il y a eu une explosion ou pas? Est-ce que la transition vers du concert, de live streaming a été plus facile que d'autres? Je pense que ça a été plus facile sur de l'électro. Ou voilà, je pense que c'est le format qui a été le plus facile parce que ça implique pas un plateau énorme. C'est quelqu'un qui, la plupart du temps, les artistes ou DJ sont des gens qui ont le matériel chez eux ou chez elles. Et est-ce que c'est aussi dû au fait qu'il y avait déjà des programmes de streaming, je pense à Boiler Room, et que maintenant Oui. c'est du live streaming peut-être Oui. sans public ou avec 5 personnes. Je crois qu'on a vu du streaming sur Boiler Room avec quelques personnes qui étaient dans des petits carrés en plus. Mais est-ce que c'est aussi en fait un genre musical qui s'était aussi déjà un peu construit beaucoup plus sur le digital? Et du coup, ça m'amène à cette question des genres que tu as commencé à aborder. Mais est-ce que on dit souvent que le rap, le hip-hop, c'est un style qui s'est beaucoup développé sur tout ce qui est fanbase, réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est aussi un genre qui, dans le live stream, est en train de prendre le sommet de la pyramide, ou en tout cas qui est adapté à ce nouveau modèle? Je dirais que l'électro avait l'avantage d'être évidemment un setup assez simple dans le sens où c'est de la machine, c'est technologique, enfin ils ont l'habitude, ils branchent les consoles, etc. Et c'est généralement une personne, donc c'est moins compliqué notamment que pour des genres musicaux où ça implique un plateau avec 2, 3, 4 personnes, des gestions sonores qui sont différentes parce que voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, évidemment, c'était déjà des formats aussi et la transition a été fluide parce que les gens étaient déjà habitués à ce genre de format. Après, sur l'électro, c'est poser la question de la saturation. Parce que si tout le monde fait des live streams, voilà. Donc, c'est à la fois plus facile et en même temps, le problème d'émerger dans une offre saturée, c'est un autre problème. Après, sur la question du hip-hop, du R&B, du rap, c'est une question intéressante parce que d'une part, c'est un genre musical qui est très axé sur les formats vidéo et qui a aucun problème avec toutes ces plateformes, soit Twitch, que ce soit YouTube surtout, il n'y a aucun problème. Donc en soi, il n'y avait pas de problème. Après, évidemment, le concert et l'expérience même d'un concert de rap ou du hip-hop, c'est beaucoup d'impro, mais c'est vraiment cette idée de la grande salle et donc de même qu'un concert, on va dire, d'autres genres musicaux. Donc, c'est pas la même expérience et paradoxalement, les gens du rap sont déjà plus en ligne, mais sur des contenus préparés. Ou alors des choses qui sont des freestyles ou des battles ou des trucs où l'improvisation, elle est là. Mais finalement, l'idée d'avoir le concert de live stream, c'est un peu finalement redondant par rapport aux deux formats principaux qui étaient déjà très consacrés sur Internet pour tout ce qui est musique urbaine, même si ce terme n'est peut-être pas idéal. Mais enfin voilà. Donc après, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, d'ailleurs sur l'électro, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une plateforme qui s'appelle Shotgun. Je ne sais plus si je l'ai mentionné, je ne sais plus quand je l'ai mentionné, mais donc qui était une billetterie à la base, voilà, Shotgun, et qui a lancé donc, ah oui, c'est Dancing Rooms, donc, mais très spécialisé sur des live streams d'électro. Donc Shotgun Distancing, donc le jeu de mots distancing et disdancing. Mais c'est souvent de la billetterie gratuite d'ailleurs. Et souvent, c'est des contenus où on met en live stream, mais il y a aussi des contenus qui ont été filmés avant. Donc, c'est la question du live stream. Implicitement, on parle de direct, mais est-ce que c'est toujours le même genre de direct? C'est pas certain. Et après, ce qui est intéressant, c'est que
il y a eu notamment une initiative en France sur le classique. Donc, on a recensé via ma belle-mère, je crois, parce qu'elle est fan de classique. Et c'est pas du tout un truc où ils ont fait des grosses plateformes, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était vraiment pensé par les gens du classique pour un public de classique qui n'est pas forcément hyper connecté. Donc, c'est une initiative qui a été lancée par une blogueuse de classique qui s'appelle Valse Classique et qui s'appelle donc Classique sur Canapé. Et en fait, les gens vont payer 8 euros pour avoir un abonnement, etc. Et en fait, on va leur envoyer un lien pour aller sur un lien YouTube, en fait. Mais je crois que c'est un lien non répertorié. Ce qui fait qu'en fait, les gens n'y ont pas accès en cherchant. Donc, et voilà, c'est un truc le jeudi à 18h. Voilà, c'est filmé quelque part et puis ils se donnent rendez-vous en direct. Donc d'ailleurs, la première session, on n'est pas les seuls à avoir eu des galères. La première session avait dû être reportée parce qu'il y avait des problèmes de connexion. Donc c'était intéressant parce que c'était donc un quartet qui se retrouvait dans un lieu comme un vrai concert. Et c'était un concert live streamé, mais où les musiciens s'étaient retrouvés ensemble, où les gens ont payé un abonnement pour y accéder tous les jeudis comme une offre. Mais c'était pas chacun dans son coin. Après, il y a eu des choses comme ça avec des artistes qui jouaient chacun dans leur coin. Il y a eu plein de belles choses. Mais pour revenir au rap, ce que j'ai trouvé intéressant, notamment sur le live stream, c'est que les artistes de rap qui se sont lancés un peu sur ce format-là l'ont fait plutôt pour... c'était plus rare, mais quand ils se sont mobilisés, c'était sur le Internet, c'était plus pour lever des fonds pour les soignants ou pour des dons, pour organiser des dons et des collectes pour les hôpitaux. Donc, ils n'ont pas forcément fait du live stream, mais c'était pas du tout la même démarche. Et puis si là on a parlé de genres musicaux, enfin on a cité 3 genres musicaux, 3 grandes familles musicales. Et puis en termes aussi de renommée d'artistes, est-ce que on prend l'exemple d'un artiste suisse ou par exemple suisse romand, suisse romande, si je suis un peu émergente, ou en tout cas que j'ai une petite audience dans ma région et tout, quelle serait la plateforme de prédilection pour déjà m'adresser à mon public qui me suit déjà et peut-être gagner une audience qui sera peut-être pas phénoménale dans un premier temps, mais qui peut quand même améliorer au moins l'audience durant cette période. Le truc, c'est que souvent, les artistes, c'est normal, on a tous et toutes été conditionnés à attendre énormément d'une plateforme. Parce que les plateformes nous ont conditionnés à ça aussi en communiquant depuis des années maintenant sur le nombre mirobolant d'utilisateurs sur leur plateforme. Et en disant, voilà, regardez, on a X nombre d'utilisateurs et donc on a des super algorithmes et donc voilà, on vous attend et dès lors que vous allez faire ça chez nous, vous allez trouver votre public comme ça et des gens que vous ne connaissiez pas. Donc du coup, le choix de la plateforme souvent se focalise beaucoup sur ah oui, mais où est le public? Alors qu'en fait, et je parlais notamment des critères par rapport aux artistes en développement, le choix d'une plateforme, quelle qu'elle soit, doit se faire en fonction de ce que l'artiste sent déjà au niveau de ce qui va lui permettre de réaliser l'expérience la plus proche de ce qu'ils ont en tête. Et à partir de là, c'est-à-dire que même s'il y a une petite base fan, il faut commencer à ce niveau-là, roder un peu le format, parce que c'est quand même pas évident, passer d'un format physique à un format live direct, et travailler à partir de la communauté existante. Et je pense que le plus important pour les artistes, c'est d'être capable de savoir jusqu'où le public va les suivre. Si par exemple, ils disent ok, on va aller sur Twitch, parce que c'est là qu'il y a tout, on va monétiser, on est sûr d'avoir 50 abonnés, 7 podcasts différents dans le mois, d'au moins un total de 8 heures, plus 3 personnes qui regardent en même temps, et donc je vais pouvoir commencer à monétiser. Okay. Mais que c'est trop compliqué techniquement, ou que les gens doivent se créer un compte, et que techniquement, ils vont faire un live stream, il n'y aura personne. S'ils décident de passer par, je sais pas moi, Site d'or pour donner, ou faire un truc sur Zoom, où ils maîtrisent un peu mieux, ou un YouTube, etc.,
peut-être que la technologie va leur servir à donner accès et à permettre de monétiser l'accès à quelque chose sur une plateforme où le groupe est à l'aise, où le public ne va pas se sentir perdu, où le public va penser que c'est pas insurmontable d'aller sur ce site-là parce que ce site-là, tout le monde le connaît. Donc, il faut vraiment que les artistes se disent qu'est-ce qui est pertinent par rapport à moi. Si par exemple, un ou une artiste se dit oui, mais moi je sais que mon public, il me suivra où je veux, et par contre, il ira où je veux, mais il veut une qualité de dingue. Dans ce cas-là, ok, soit il va aller sur tel ou tel site, soit il va dire, moi je veux dépenser 500 $ par mois, je vais aller avec Maestro, je vais pouvoir même héberger ce live-là sur mon site internet. Ce sera de top qualité, mais c'est un investissement pour l'artiste. Si jamais je me dis, bon, je veux un truc correct et qui est en anglais alors que mon public parle peut-être assez bien anglais pour y aller, parce qu'il y en a pour qui c'est un frein, je vais aller sur Stageit ou je vais aller sur Vips avec des concerts soit de 30 minutes, soit illimités. Et c'est une nouvelle plateforme. Voilà quoi. Festicket Live d'ailleurs, par exemple, au début, on pouvait y aller sans créer de compte et maintenant, il faut créer un compte. Donc, pardon, non, je t'en prie. Non, tu dis justement, il y a la question de la stratégie. Je vais streamer en live. Pourquoi? Est-ce que c'est complémentaire à une autre démarche? Est-ce que c'est pour maintenir du lien avec mon audience? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, dans mon plan de ces prochains mois, j'ai quand même besoin d'une source de... Tout le monde en a besoin, mais qu'est-ce que j'attends en termes de rémunération? Et parce que souvent, le live stream, on peut le placer aussi dans la catégorie de la promotion, en fait, et pas forcément d'un revenu au sens d'un concert. Mais on voit quand même qu'on peut, en tout cas, certains artistes arrivent quand même à tirer une certaine forme de rémunération qui n'est pas encore énorme, en tout cas pour les artistes que nous, on accompagne ici. C'est clair que je ne sais pas quelle plateforme pourrait amener ce niveau de juste rémunération quand même par rapport à ce que ça représente. C'est quand même une création, c'est comme un live qui est mis en ligne. Donc, ouais, quelle est la meilleure plateforme par rapport au fait de ne pas brader non plus sa musique? Je pense que maintenant que la première vague, en tout cas, de la crise est derrière nous, peut-être qu'il y en aura une autre, mais, et que les gens passés ont tous vécu cette histoire de confinement, en tout cas de fermeture des salles de concert. Et je pense que je ne recommande pas aux artistes de continuer de faire des live streams sur Facebook, notamment parce que il y a eu un peu de fatigue. Que c'est pas techniquement le truc le plus idéal, que pour monétiser, il faut être une célébrité, certifiée, c'est par des trucs de stars, de trucs de machin, enfin bref, c'est beaucoup d'efforts pour très peu de retombées, on va dire économiques, sur lesquelles on n'a aucune visibilité. Et je pense que s'ils veulent un peu investir le live stream, et après c'est de poser la question de quel format, quel type d'expérience je pourrais y revenir, ils veulent proposer. C'est pas mal d'aller soit sur YouTube ou Zoom en utilisant des outils qui vont permettre de dire Sidedoor ou autre, en disant moi je mets une billetterie avec du pay what you want ou du pourboire ou un billet fixe, voilà. Soit je vais sur des plateformes type Stageit ou Vips ou bon, il y en a d'autres, hein, mais qui vont permettre de dire l'entrée vaut quelque chose, ou en tout cas vous avez la possibilité de me soutenir autrement que par de la monétisation basée sur des configurations qui appartiennent à telle ou telle plateforme. Donc soit YouTube ou autre, dont il est question de milliards de personnes et que ce volume-là leur permet de monétiser, et c'est extrêmement opaque. On se partage des trucs, on ne sait pas trop, et on découvre à la fin. Alors que là, ça permet sur ces types d'outils, que ce soit genre on rajoute un guichet ou qu'on est sur de la billetterie en soi, de ramener le public vers un contexte dans lequel les flux d'argent potentiels sont dirigés directement vers l'artiste et ne sont pas dépendants d'un volume, mais dépendant de la qualité de la relation entre l'artiste et ses fans,
de l'envie de chaque personne de soutenir à son échelle financièrement en fonction de ses moyens ou voilà, et que ces plateformes-là qui le permettent sont de bons outils. Si en plus on se dit j'ai envie de pousser plus loin et j'ai envie de rôder, il y a une plateforme qui me plaît bien et que cette plateforme-là propose aussi du package, c'est-à-dire que c'est pas juste pour l'accès au concert live stream, mais qu'en plus je peux vendre du merch, si j'en ai, évidemment. Là, ça a du sens. Là, ça a du sens. Mais il faut, après, la question de je veux m'investir pour avoir un truc top qualité, je pense que ça a grand sens de le faire trop tôt. Ça, par exemple, Maestro ou autre, si on veut se lancer dans un truc avec super qualité, etc., je pense qu'il faut avoir un peu rodé ces live streams avant pour aussi savoir si le coût en vaut la chandelle, ça vaut le coup d'investir. Savoir si c'est aussi sur un des critères importants pour le public. Voilà. Et savoir si ça. Il est prêt à nous suivre aussi. Voilà. Mais bon, s'il y a des publics de la musique classique qui se rendent sur YouTube, peut-être qu'on peut espérer que, vu la tendance, les publics sont plus à même de suivre sur les plateformes. Le truc, c'est que les artistes ne sont pas obligés d'avoir, quand ils ont choisi une plateforme, ils ne sont pas obligés d'avoir le même live stream tout le temps. Ils peuvent très bien décider que y a des étapes en fait et que au début, bon, on a fait les trucs Facebook et autres. Maintenant, on veut tester autre chose, du format court, du format un peu plus encadré. Et puis là, maintenant, on va ralentir le rythme de live stream, mais on veut un truc plus rare mais plus qualitatif. Et inversement, c'est-à-dire oh, je fais un truc plus qualitatif et puis maintenant j'ai envie de rôder un peu plus, de rendre le truc plus informel, mais c'est un rendez-vous plus court. Et donc, bref, ils ne sont pas obligés d'être mariés à une plateforme. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, je pense, à tester plusieurs plateformes. Et avant même de les tester, enfin, dans la phase de test, avant même de tester sur soi, il faut qu'ils aillent, il ou elle d'ailleurs, il faut qu'ils aillent sur ces plateformes et qu'ils disent, tiens, en tant que spectateur ou spectatrice, tiens, moi j'ai envie de voir tel ou tel artiste. J'ai été sur le Bands in Town, le Son Kit de machin. Tiens, il y a un concert live sur Twitch. Je vais aller regarder. C'était comment est-ce qu'il y a une plateforme d'ailleurs où je peux faire des commentaires en direct ou pas, parce que tout ne me propose pas. Tiens, là, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller sur Festiquette. C'était comment? Ah, bah, j'ai dû me créer un compte. Ouais, ça me gave. Bon, bah, peut-être que mon public, ça va me gaver aussi. En même temps, je suis dans un endroit, il y a d'autres avantages. Voilà. Donc, si les artistes veulent aussi tester, ils doivent se mettre à la place de leur public. Et se poser la question, même si ça paraît très trivial, mais c'est une démarche presque de producteur ou d'organisateur de spectacle, de se dire quels sont les freins qui font que mon public ne va peut-être pas venir, qui n'ont, indépendamment de s'ils aimeraient vraiment venir au spectacle. Est-ce que c'est une question de c'est trop cher, c'est pas au bon moment, c'est techniquement compliqué, c'est trop contraignant. Donc, un coup, ça va être je dois me créer un compte, un coup, ça va être il n'y a pas de navette quand je rentre parce que je suis au milieu des champs. Mais globalement, le public va quand même se poser la question de savoir si c'est en même temps qu'un autre live stream, si c'est en même temps que le premier resto à l'extérieur, si c'est voilà, compatible avec le babysitter, si jamais on leur demande trop de temps ou même de, je sais pas moi, de créer un compte, de payer quelque chose. Tout ça, ça doit être pris en compte, je pense.